Renacast. Soit on est courageux et on se dit ok, je quitte mon job, je prends mes indemnités et je me lance. Soit on continue et on attend de voir que jusqu'à quand en fait on est en capacité d'absorber la charge de travail qui est demandée. Et du coup voilà, on essaie de se positionner un peu comme ça. On a tâtonné, hein, bien sûr le prix il a changé 10 000 fois au début. C'est la chose la plus compliquée à définir. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Comment concilier une carrière exigeante en CDI avec la création et le développement d'une société qui simplifie la vie de centaines de professionnels chaque mois? Quelle peur a-t-il fallu affronter? Comment gère-t-on l'énergie, le temps et la motivation quand on mène de front une vie de salarié et une vie de chef d'entreprise? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon invité du jour, Thibaut Saint-Germain. Bonjour Thibaut, comment vas-tu et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas, écoute, ça va très très bien. Je suis dans le sud de la France avec le soleil, donc avec des conditions optimales pour enregistrer ce podcast. Et je suis ravi de le faire avec toi. Eh bien, écoute, je suis ravi également. Alors, on va faire un petit coucou à la personne qui nous a mis en relation. Bonjour à Christelle. Merci de nous avoir mis en relation. Si vous n'avez pas écouté encore l'épisode de Christelle, c'est l'épisode juste avant tien d'ailleurs, Thibaut. Donc, je vous remettrai les liens dans les notes de l'émission. Un épisode hyper intéressant sur la création d'un body qui est juste exceptionnel. Donc, allez l'écouter parce qu'il y a énormément de choses à retenir, à prendre en compte et puis peut-être à utiliser soi-même. Alors, pour commencer, Thibaut, si tu le veux bien, est-ce que tu peux raconter ton parcours, ton histoire avant d'avoir créé ton système de SaaS pour que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sachent qui tu es? Eh ben, pas de souci. Donc, moi, je suis Thibaut. Ça fait une grosse dizaine d'années maintenant que je travaille dans le web. Donc, je suis développeur front-end. Je m'occupe donc de développer des interfaces. Et pendant toute ma carrière, j'ai été quand même assez proche du design produit aussi. Et voilà, je continue cette carrière aujourd'hui. Je suis dans une entreprise qui s'appelle Cartable. Et en parallèle, j'ai développé d'une part un studio freelance pour continuer à développer des applications. Et d'autre part, depuis maintenant 4 ans, j'ai lancé avec 2 amis un SaaS qui s'appelle Timeizer, qui permet de gérer les comptes rendus d'activité des freelances. Ouais, beaucoup de choses en tout ça en même temps en plus, hein, c'est ça qui est génial. Donc le multicasquette, est-ce que tu peux être considéré comme, slicer, tu sais, multipotentiel? Ouais, je connaissais pas ce mot, slicer, mais ça me plaît bien, peut-être. Je crois que j'aime tellement ce que je fais que j'ai envie de le faire de différentes façons, en fait, de toutes les façons possibles et c'est pour ça, je pense que j'ai développé un peu toutes ces activités. Ouais et ce qui est bien dans l'informatique, alors moi, il y a longtemps, très, très, très longtemps, j'ai été développeur. Alors ça remonte à très, très loin, donc c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais je peux te dire que j'avance beaucoup moins vite aujourd'hui, qu'à l'époque, même quand je me relance dedans. Et c'est vrai quand on met les doigts dans le code, on a, plein d'idées qui fusent dans tous les sens et on a envie de continuer de coder. Aujourd'hui, je code, mais je m'aide d'un outil que tu connais sûrement, c'est l'intelligence artificielle. Alors je donne pas de nom en particulier, mais ça m'aide énormément à avancer là où j'ai mes lacunes qui sont revenues. Donc on pourra peut-être revenir dessus dans Carrément. l'épisode, on ne sait jamais, hein, avec un peu de Intéressant, chance. sujet intéressant, ouais. Ouais, et je trouve ça vraiment bien. Je te demanderai peut-être plein de conseils également. Alors, donc développeur, tu lances plein d'activités. Tu es dans ton entreprise, donc Cartable à ce moment, tu développes des applications et à un moment donné, comment tu te sens dans cette entreprise aujourd'hui? Alors, faut que ça soit plutôt positif parce qu'ils vont nous écouter donc, mais comment tu te sens, pour continuer à travailler chez eux et puis te dire: «Ben, ça me donne, du bagage pour peut-être faire autre chose»? Mmh et bah, écoute, ouais, Cartable, ça fait 7 ans et demi que j'y suis et je m'y sens bien, en fait, moi, j'ai besoin qu'il y ait du fond dans ce que je fais, mettre un peu d'humain et Cartable, c'est une application d'apprentissage scolaire donc j'ai l'impression un peu d'être utile à la «société» entre guillemets, dans ce que je fais.
Et c'est voilà, c'est un contexte hyper épanouissant et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs les 2 personnes avec qui j'ai développé Timemizer. Hem Et voilà, donc pour moi, j'ai trouvé mon équilibre entre, mon CDI, mes activités annexes, voilà, j'arrive à composer mon temps et à garder quand même un peu de temps pour moi et voilà. Bah, c'est et ce qui est intéressant, j'aime cette dualité CDI, salarié, en chef d'entreprise. J'aime beaucoup ça. Certains l'appelleraient un side project, le fait que tu aies lancé un projet, personnel, secondaire qui potentiellement peut devenir, ton projet principal. À quel moment tu t'es dit: «OK, bon, bah, je suis bien dans ce que je fais plein de choses à côté, je développe, je crée mes structures». Pourquoi à un moment donné tu te dis: «Je vais lancer Timemizer», alors que c'est pas du tout à première vue, là où tu es attendu. Mmh et ben, c'est simple en fait, c'est une solution qui a émergé d'un problème qu'un des 3 associés avait, François qui était, donc développeur, chez Cartable en freelance et quand on est freelance en fait, qu'on travaille en régie chez un client, on doit, générer ce qu'on appelle un compte rendu d'activité qui va permettre de valider, les temps qu'on passe, sur le projet, tout au long du mois. Et pour ce point précis là du compte rendu d'activité, il y avait, pas du tout d'application, c'était un échange de fichiers Excel qu'il fallait signer, donc imprimer, signer à la main, scanner pour envoyer au client pour qu'il signe également et en fait, c'était une prise de tête, de fou et Mmh. donc François a commencé par, développer lui une petite application iOS et il s'est assez vite rendu compte que le besoin était peut-être plus, desktop finalement. Donc il m'a sollicité et il a sollicité, Jean pour se greffer au projet et c'est comme ça que ça a démarré. Donc on est vraiment parti d'un besoin et d'un pain point, existant, qu'on rencontrait nous-mêmes. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Ouais, c'est ça. Et ben, écoute, tu vois, on en parle très souvent et souvent, enfin, on m'a donné plusieurs fois ce conseil et du coup, je le distille moi, je l'ai volé à des intervenants de Renacast. Souvent, la meilleure idée, c'est celle qui vient, répondre à un besoin, à une problématique et en l'occurrence, là, c'est hyper intéressant de se dire: «Bah, voilà, il a analysé, sa problématique et puis, il s'est dit: "Bon, bah, OK, j'y vais, j'ai des capacités, je lance un projet"». Et ce qui est bien aussi dans ça, c'est qu'il voit qu'il est, dans son analyse que, comme tu le dis, plutôt desktop que smartphone, il vient chercher les compétences et en l'occurrence toi et Jean, pour, développer une application, enfin un SaaS complet, donc beaucoup plus large que juste iOS, même si j'y vois pas mal d'avantages sur smartphone aussi, mais c'est plus facile à scanner des choses, j'imagine, enfin je sais pas. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire: «OK, j'ai un problème, j'ai une solution» et d'aller trouver cette solution. Derrière, pourquoi, justement, il vient de voir, parce que comme je te disais, iOS, je trouve ça plutôt sympa, enfin, en smartphone en général, je suis pas très forcément iOS ou Android, mais j'aime bien dans l'idée d'avoir un smartphone que là, tu l'as toujours dans ta poche, tu veux faire une photo, l'intégrer dedans, ton PDF, il est intégré, enfin plein de choses comme ça. Pourquoi à un moment, switcher sur le mode desktop, le mode ordinateur? Bah, parce que finalement, on s'est rendu compte que la mobilité, elle était pas tant importante que ça sur ce sujet-là. Les freelances, ils sont tout ce qui est, facturation, tout ça, ils font plutôt en général de leur ordinateur. C'est un petit moment assez précis à la fin du mois finalement, on va remplir ce fichier un peu à la fin du mois, donc on est sur son ordinateur. Voilà donc la mobilité est pas, centrale et primordiale sur ce projet et on bossait bien avec François, chez Cartable, on s'entendait bien. C'est un pote en vrai, hein, et avec Jean, c'est pareil donc il est venu nous chercher, il nous a dit: «Les gars, est-ce que vous m'aideriez pas à monter une version un peu desktop, de cet outil-là?» On avait aussi un peu testé le produit, on avait parlé du produit, donc de l'application mobile dans des communautés un peu freelance. J'étais sur les Slack de Crème de la Crème et de Comet, qui sont 2 grosses plateformes freelance et finalement sur ces plateformes, on me disait: «Ah ouais, c'est trop cool, mais est-ce qu'il y a une version desktop?» Donc voilà, là encore une fois, on est allé chercher un peu, recueillir un peu le besoin et adapter un peu le produit, par rapport à ce besoin en fait. Essayer Ouais, d'adresser hyper les demandes ouais, des
des C'est bien ça utilisateurs. parce que d'aller voir ses pairs et se dire enfin ses pairs, les futurs consommateurs ou des personnes qui auraient besoin de ta solution, Slack, c'est peut-être un bon conseil pour ceux qui veulent, tester, mettre le produit en face du consommateur et recueillir des avis, des conseils peut-être et ça je le note, Comet, c'est ça tu m'as dit? Comet, ouais, Heu, Comet.io et Crème de la Crème qui sont 2 grosses communautés, 2 grosses communautés, pardon, freelance. L'idée, c'est pas forcément, Slack, mais c'est plutôt d'essayer d'aller rencontrer sa communauté, la communauté des utilisateurs potentiels, quoi. Donc elle peut être sur Slack, elle peut être, par exemple, je sais pas, sur Reddit ou sur des groupes Facebook, peu importe au final. L'idée, c'est d'aller s'adresser à eux et de leur parler de ton produit, quoi. C'est vraiment, le nerf de la guerre, trouver les gens qui peuvent utiliser, ton application et discuter avec eux. Ouais, c'est bien ça, c'est et beaucoup de gens ne le font pas. Alors j'avais fait un article pour Renacast où j'expliquais qu'il fallait confronter ton produit avant de faire un business plan de 200 pages, confronter ton produit à ta communauté, enfin à tous ceux que tu veux toucher en tout cas et ça me semble, à mon sens, la meilleure solution possible et imaginable. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous décidez de switcher enfin switcher, vous avez toujours les deux, mais de passer sur du desktop. Et je suis allé regarder donc le site, comme je disais, et je trouve ça plutôt intéressant, effectivement. Un écran plus large, plus accessible. Le planning, c'est quand même beaucoup plus agréable de le regarder sur un grand écran que sur un tout petit écran. Bref, allez voir si vous voulez l'application. Alors, OK, on est sur un projet. J'allais dire petit projet, c'est peut-être un peu péjoratif, mais au départ, ça reste un petit projet au départ et c'est fait pour François uniquement? C'est fait pour François, pour ses collègues et pour ses potes et ouais, c'est ça. C'est au début, ça part vraiment donc c'est un besoin perso et justement en allant, discuter, sur ces communautés Slack, qu'on a pu trouver, il y a des gens qui nous ont donné plein d'idées de nouvelles features à développer, des gens qui nous ont dit qu'ils seraient prêts à payer pour utiliser une application comme ça. À un moment, au tout début, on avait mis un Buy Me a Coffee, je sais pas si tu vois ce que Oui. c'est? Donc Ou un un petit Buy Me a patriote ou enfin un financement exactement. participatif. C'est ça. Donc, et on avait des petites sommes qui arrivaient de temps en temps. Donc on s'est dit, que c'était un signal quand même assez intéressant et heu et à ce moment-là, en fait, ça a été un peu, entre guillemets «le 1er déclic» de se dire: «OK, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être un truc sérieux à faire. On peut peut-être monétiser, on peut peut-être, voilà, essayer d'aller un niveau au-dessus de, notre petit SaaS pour nous, notre petit side project, qui nous fait plaisir et sur lequel on s'éclate et on peut peut-être adresser une communauté, plus large que celle qu'on adresse aujourd'hui, quoi». Donc ça a été vraiment le 1er déclic. Ouais, Heu mais c'est bien le paye-moi un café à la française. C'est hyper intéressant, parce que justement ça te donne une visibilité du besoin puisque personne n'est obligé de le faire. S'ils le font, c'est potentiellement qu'il y a un vrai, gain pour eux, à la hauteur de ce qu'ils donnent peut-être pas parce que généralement on est un peu radin en France, hein, Ouais, clairement. on Mais, n'a pas au reçu de moins millions, sur Buy Me a Coffee, mais on peut pas de toute façon je crois, hein, ça non, bloque, ouais, hein. peut-être, ça doit être capé, ouais, ça doit être capé. Mais effectivement, c'est hyper intéressant. C'est ce que je conseille aussi, quand c'est des systèmes, des créateurs de sites web, de choses comme ça. Enfin, dès qu'on est sur internet, qu'on produit un contenu, un Buy Me a Coffee est toujours intéressant. Alors ça peut être ça peut être Patreon, ça peut être Tipeee, ça peut être plein de choses, et ça permet de jauger un petit peu effectivement le besoin, des gens parce que si personne paye, c'est que techniquement, il manque quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non. Et donc du coup, bon, vous avez tout ça, vous avez confronté la communauté, il y a des gens qui commencent à payer et mais toi, tu es salarié, tu es en CDI, et de ce que je comprends, François et Jean également, vous êtes tous enfin freelance, c'est Ouais. Tous peut-être en plus poste, en simple, tout je cas. sais pas. Tous en poste, Tous en poste. OK. Et comment on gère son temps à ce moment-là? On se dit: «OK, on lance un projet, mais il faut du temps, il faut de l'énergie». Et à quel moment tu arrives à trouver tout ça? et ben, on arrête de dormir, en fait, hein, tout simplement, voilà, le sommeil, c'est superflu dans ces moments-là, non, non, bah, on fait des grosses journées, on enquille des énormes journées, mais il y a un truc qui est quand même assez exceptionnel, c'est quand on développe un projet pour soi, en tout cas pour moi, on a une énergie et une envie qui est folle. Ça a une saveur vraiment, différente du salariat ou voilà, de travailler pour quelqu'un d'autre. J'adore mon métier, mon job chez Cartable, hein, il y a aucun souci, mais quand on développe quelque chose pour soi, on met du cœur, on met de l'énergie, et le temps, on le met avec plaisir. C'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'échanges. Enfin voilà, il y a une espèce d'émulation qui se passe qui est un peu galvanisante au final et donc ouais, effectivement, on a raccourci nos nuits, mais on a, rallongé notre kiff, si je peux dire,
voilà, c'est vraiment, c'est super excitant en fait de monter son projet. Et quand tu rallonges ton kiff, tu t'imagines, la prochaine start-up mondialement connue à plusieurs, la prochaine licorne ou tu te dis: «Non, j'ai juste envie que ça fonctionne». Est-ce qu'il te faut une motivation financière ou juste le résultat te convient? Écoute, ouais, on se dit, «Hey, pourquoi pas nous? Pourquoi pas, voilà, devenir, une vraie entreprise?» Alors peut-être pas une licorne parce que bon, on est quand même sur une niche. Notre marché, il est pas extensible et on n'a pas encore étudié, mais on ne sait pas vraiment si le marché est réplicable à l'étranger. Mais en tout cas, on est sur une niche qui nous plaît, qui nous parle et on se dit, «Pourquoi pas en vivre un jour?» quoi. Voilà, donc quand on commence à recevoir des paiements, à avoir des premiers utilisateurs payants, on se dit, «Bon, bah, voilà, il y a peut-être vraiment quelque chose à faire et peut-être que ce side project va devenir un jour un main project», heu, voilà. On ne sait pas quand, mais c'est l'idée, quoi. C'est l'idée qui effectivement nous guide un petit peu. Il faut effectivement qu'il y ait une possibilité de, comment dire? Il faut qu'il y ait, voilà, une débouchée, potentiellement hyper intéressante pour nous, pour garder la motivation et continuer à développer ce projet, quoi. Et aujourd'hui, ça fait à peu près combien de temps que vous êtes sur le projet? Alors ça fait, la toute première version web, elle est sortie il y a 4 ans. Il y a 4 ans, donc elle est restée, en version gratuite pendant à peu près, si je dis pas de bêtises, 2 ans et ça fait un peu plus de voilà, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'on a sorti la 1re version payante, donc juste à destination des freelances et maintenant ça fait, 1 an qu'on a une version, payante plutôt à destination des ESN et des DSI, donc des entreprises, plutôt OK. des offres pro. Donc on a construit tout ça un petit peu, petit à petit, étape par étape. On a essayé alors 4 ans, ça paraît long, mais on a essayé de délivrer assez rapidement, pour garder l'intérêt sur la solution, de rajouter des nouvelles features un peu tout le temps et voilà, on essaie de garder ce cap, de montrer en fait que le produit est vivant. Vu qu'on n'a pas une notoriété folle, les gens peuvent avoir un peu peur, tu sais, du projet qui finalement s'arrête et toi tu t'es investi, tu mets du temps dedans, tu t'en fais une plateforme un peu centrale dans ton activité et quand ça s'arrête, ça fait mal. Donc on essaie de montrer ça, on essaie de montrer que voilà, on est actif, le produit on ne lâche pas, on y croit, on avance, on a la chance de pouvoir échanger hyper facilement avec nos clients. Donc donc on le fait. En fait, on discute beaucoup avec nos clients et voilà, on leur montre qu'on est sérieux et que ce projet il est là pour durer. Ah, c'est bien, c'est, encore un bon conseil que je te prends, ne pas tout jeter, dès le premier jour, dans la bataille finalement, avancer, feature par feature, enfin, comment on peut appeler ça? Fonctionnalité par fonctionnalité, pour, bah, déjà se concentrer peut-être sur une fonctionnalité, bah, qu'elle fonctionne déjà, opérationnel, correctement intégré dans le projet et puis donner vie au produit en montrant qu'il est toujours là et en amenant des fonctionnalités, au fur et à mesure et j'imagine que grâce à votre communauté, à vos clients finalement, vous avez créé de nouvelles fonctionnalités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Ouais, bien sûr, c'est avec l'échange qu'on s'ouvre le champ des possibles au final, il y a des directions qu'on a prises qu'on n'aurait pas imaginé prendre et qu'on n'avait pas du tout envisagées. Hem, je pense par exemple, à des fonctionnalités de facturation. Nous on se disait: «Bon ben en fait le CRA il permet de déclencher la facturation», mais nous on se disait: «OK, on s'arrête au compte rendu d'activité, le reste c'est pas pour nous» et finalement en échangeant avec des clients, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas, alors, peut-être pas faire de la facturation directe parce que c'est quand même super lourd». C'est vraiment un projet à part entière, et puis, les nouvelles normes qui arrivent, qui, forcent la facturation électronique sont assez, drastiques et assez vénères pour pouvoir développer ça. Mais finalement l'idée a émergé de faire des ponts justement avec ces outils qui eux gèrent très bien la facturation, dont c'est le métier et voilà donc c'est des petits échanges comme ça, des petites discussions qui permettent, effectivement de donner une direction, à ton produit et puis plus tu échanges, plus tu vas avoir, des tendances qui vont se dégager sur des fonctionnalités. Tu peux avoir une idée, en parler et dire: «OK, non», les clients vont te dire: «Non, non, nous ça ne nous intéresse pas». Donc ça tu drops et au contraire, les clients vont te dire: «OK, bah, nous on a besoin peut-être», je dis n'importe quoi, mais de la note de frais et si ça remonte une fois, 2 fois, 3 fois, tu dis: «OK, bon, bah, il y a peut-être un truc à faire, il y a vraiment un besoin qui émerge donc il faut aller dans cette direction, quoi». Et ça, ces informations, ces retours d'expérience ou de clients, tu les récupères enfin, le conseil que tu pourrais me donner, je crée quoi? Un Reddit? Alors Reddit, c'est peut-être un petit peu geek, parce qu'ils sont pas forcément tous geeks, mes freelances. Si j'ai un plombier ou de choses comme ça, peut-être pas très intéressant. Comment je fais pour les récupérer?
Tu peux tout simplement mettre un formulaire de contact dans ton application ou sur ta landing page. Il y a plein de façons différentes. Après, nous, on échange beaucoup par mail aussi. Alors, moins avec les freelances parce que c'est plus compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, mais avec nos clients entreprises, on échange beaucoup par mail. On a fait des démos, donc on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontrés avant même qu'ils utilisent l'outil. Donc, on essaie de Ouais. créer un peu une proximité. Et je crois que ça marche parce que on reste naturel, on leur dit les choses franchement. Voilà, on est une petite structure, on est trois et le feeling passe bien. Mais une fois qu'on a brisé cette glace en fait et qu'on s'est déjà rencontrés, finalement, c'est assez simple de les solliciter. Et surtout s'ils voient que quand ils ont un besoin, nous, on l'intègre dans l'outil, ils sont hyper contents et du coup, ça facilite vachement la discussion. Ouais, et puis il reste encore plus longtemps avec toi puisque, forcément tu écoutes et tu avances dans leur sens donc et c'est hyper intéressant. Je me pose 2 questions là qui me viennent donc OK, ça commence à marcher plutôt bien pour vous et tant mieux, mais dans les premiers temps, tu es chez Cartable, je sais pas, je suis ton patron, tu me dis: «Hey, j'ai un nouveau projet à côté, je vais m'investir à 100 pour le projet». Je me dis: «Ouais, enfin, investis-toi pour ce que je te paye peut-être déjà avant et après va faire, joujou avec ce que tu veux, derrière. Comment il le prend? Comment tu l'amènes? Écoute, vraiment, j'ai de la chance chez Cartable. On a des boss qui sont vraiment super, qui nous font confiance. Y a pas de On ne nous embête pas sur les heures de travail, on ne nous embête pas sur, la présence, tout ça. On a même plus de bureau, en fait. On est tous distribués, on est tous en remote Ouais, et voilà, on est très autonome et très, très enfin, voilà, vraiment le point central, c'est la confiance. Il y a pas de micromanagement, on n'est pas derrière ton épaule à te dire: «OK, tu dois faire ci, tu dois faire ça». Le postulat, c'est que tant que le job, il est fait, peu importe comment et quand tu le fais, moi, ça me va. ouais. Donc moi, quand je dis que je suis sur Timeizer, finalement, ça pose zéro problème. Je leur dis pas que je suis à 100% parce que je peux pas être à 100%, mais il y a pas de souci, voilà, il y a pas de souci sur le fait d'avoir un side project. Au contraire, je crois que mes boss, encouragent un peu ça, l'entrepreneuriat. Ils se disent: «OK, c'est cool, eux, ils l'ont fait, pourquoi pas les autres, quoi». Ouais, que c'est excellent. C'est donc, tu as abordé le sujet enfin, tu leur as dit, ou ils l'ont appris, non? Tu leur as dit et tout s'est bien passé, voire ta compa oh, il y a pas de sujet, donc ça, c'est génial et est-ce qu'il faut avoir peur d'en parler justement à son employeur? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont des entreprises, des structures à côté et qui, se demandent aujourd'hui: «Est-ce que je dois en parler? Est-ce que ça va pas être mal perçu, mal vu?» Je dirais que c'est au cas par cas. Il faut voir, comment on le sent, quelle est la relation avec le patron. Je pense que contractuellement, j'avais des choses moi aussi dans mon contrat que j'ai signé qui disaient que je devais pas, travailler pour un concurrent ou avoir une activité qui pourrait, heu, servir un concurrent. Voilà, Ouais, donc ouais. faire gaffe à ce qu'il y a dans son contrat, c'est important quand même. Si, je sais qu'il y a des boîtes qui interdisent le travail, à côté quoi, qui permettent pas de faire du freelance à côté. Moi, c'était pas le cas donc j'ai pu en profiter. Ouais, c'est au cas par cas, faut voir vraiment la relation. Après, moi, je suis plutôt un fervent, défenseur de l'honnêteté. Quitte à ce que ça crée des frictions, mais ne serait-ce que pour soi, c'est cool d'être transparent et honnête et de ne pas avoir un truc caché dans le dos et de devoir jongler entre OK, je dis la vérité, là, je sais pas ce que je peux dire. Enfin, voilà, moi, je suis plus partisan de l'honnêteté qui quand même simplifie pas mal les choses. On est d'accord. C'est beaucoup plus simple comme ça évite de partir dans des histoires, abracadabrantes, ouais, c'est ça. L'autre question qui me vient, OK, vous êtes 3 aujourd'hui, à quel moment on se dit, «Je vais être accompagné de 3 collaborateurs»? Est-ce que c'est pas un peu compliqué ou au contraire ça simplifie grandement votre travail, ça partage les énergies? Est-ce que j'ai rencontré, dans des précédents épisodes, j'ai eu David, j'ai eu Hugo qui m'ont dit: «Moi plus jamais je travaille avec quelqu'un d'autre». Écoute, la question s'est pas posée. On s'est dit: «On est 3 sur le projet, on s'associe tous les 3, il y a pas de souci». Jusqu'à aujourd'hui, on a de la chance, ça marche bien. Alors on sait qu'on n'est pas meilleur que les autres et que tout le monde m'a dit, moi de mon côté, on m'a dit: «Mais tu fou, tu t'associes avec des potes, c'est le pire truc à faire». Tout le monde me l'a dit. Pour l'instant, on a de la chance, ça marche bien. Il y a eu des moments un peu tendus, bien sûr, enfin il y a des c'est jamais tout rose ou quoi, mais non, non, en l'occurrence, ça roule pour l'instant. On continue comme ça. On a vraiment tous, en fait, c'est quand même cool d'être à 3 parce qu'on peut vraiment confronter nos idées. On est sûr de ne pas partir dans un tunnel, d'être sûr d'avoir la meilleure idée et finalement, en fait, ça marche pas. Voilà, on peut confronter quand même, on discute, il y a beaucoup d'échanges. Donc, bah, ça a des qualités et des défauts, quoi. Ça a des forces et ça amène des forces et des faiblesses. Parfois, ça bloque un petit peu et on est un peu têtu et on veut pas lâcher, donc du coup, ça bloque un peu. Il faut trouver des compromis. Après, c'est intéressant. C'est savoir comment,
comment communiquer avec les autres, comment défendre ses idées sans, voilà, sans enfoncer des portes. Et pour l'instant, encore une fois, je touche du bois, ça marche bien. Mais je sais qu'on n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri de soucis, quoi. Ouais, effectivement, mais là, du coup, vous êtes, si je prends la part du le gâteau, je le divise en 3, vous avez 33,33 chacun des parts de l'entreprise. C'est-à-dire que, bon, l'avantage d'être 3, c'est qu'on n'est jamais minoritaire. Enfin, s'il y a une décision qui doit être prise, dans tous les cas, on sait qu'elle sera prise. Et c'est peut-être mieux que d'être 2 finalement. Ouais, ouais, carrément. Il y a pas de blocage, il y a pas de blocage. Après, on n'a pas eu encore besoin d'aller aussi loin que de se dire: «OK, maintenant on va faire un vote par rapport à la répartition de l'entreprise». On n'a pas eu, on a toujours réussi à trouver des consensus, peu importe les sujets. Donc mais c'est vrai qu'on a cette sécurité-là, de se dire: «OK, bon, bah, si jamais il faut voter, on sait qu'il y aura une décision qui sera prise de toute façon». On a même fait rédiger un pacte d'associés pour, vraiment, être carré sur tout ça, pour pas laisser de zone d'ombre sur les sujets un peu relous, et qu'on maîtrise pas vraiment. Nous, on est développeurs, on n'est pas du tout, entrepreneurs pour l'instant. On tend à le devenir, mais voilà, donc on s'est dit, on va faire rédiger un pacte d'associés pour se protéger, pour avoir une référence sur les décisions un peu importantes qu'on pourrait avoir à prendre sur l'entreprise, quoi. Hyper intéressant. Un pacte d'associés, c'est quoi? C'est, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire et avec qui on le fait auprès de qui on le fait rédiger? Alors, théoriquement, tu peux le rédiger toi-même, mais nous, on l'a fait avec un avocat spécialisé en droit des entreprises pour vraiment balayer tous les sujets, qu'on n'aurait pas forcément en tête parce que c'est encore une fois, Bien c'est pas sûr. notre spécialité. Ça va te permettre de définir, quelles sont les décisions que tu peux prendre seul, les décisions qui doivent être prises de façon collégiale. Ça définit, par exemple, comment, tu veux vendre tes parts, à partir de quand tu peux vendre tes parts. Par exemple, nous, on a quelque chose qui dit que, bah, pendant 24 mois depuis la signature, du pacte, les parts, elles sont si on veut sortir, il faut les vendre aux associés. Voilà, il y a tout un tas de règles en fait qui peuvent être reloues en fait quand ça arrive, dans un conflit. Par exemple, ça se passe mal, moi je veux vendre mes parts et ben là en fait c'est cadré. On sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire. Donc c'est pas un truc super fun à faire mais au moins ça rassure pas mal. Ça nous permet d'avoir vraiment une base cadrée et sereine sur les actions qu'on peut prendre, quoi. Ouais, c'est même plutôt, hyper intéressant parce qu'au moins vous avancez, vous savez où vous allez. Il y a pas de quiproquo possible, et si tu veux m'en parler, tu es pas obligé, mais ça a un coût, financier? Ça vous a coûté beaucoup d'argent de faire ça ou en vrai c'est accessible et vivement conseillé du coup? J'ai plus le tarif en tête, je crois que c'était autour de 1 000 €, quelque chose comme ça. Ouais, donc à 3 c'est rien. Hem, mais ouais, à 3 c'est pas grand-chose et on avait déjà un peu généré de revenus donc voilà, c'est de l'argent qu'on a sorti de l'entreprise sans aucun souci. Mais encore une fois, tu peux le c'est pas un document qui est comment dire? Qui a besoin d'être certifié par un avocat ou quelque chose comme ça. Donc tu peux le rédiger toi-même. Moi, je trouve que c'est un peu «casse-gueule» entre guillemets parce qu'on touche au droit quand même et finalement, Ouais. voilà, vaut mieux être sûr de ce qu'on raconte. Mais voilà, non, ça a pas un coût exorbitant en soi. Ouais, et puis j'imagine que ceux qui vont le rédiger eux-mêmes aujourd'hui, ils vont aller à la simplicité, ChatGPT, Gemini, ce qui est pas forcément très judicieux, ça abordera peut-être pas tous les sujets donc voilà. Non, non, je pense que d'être accompagné d'un spécialiste, c'est quand même cool sur des sujets comme ça. Moi, ça me rassurait en tout cas. OK, bon, un bon conseil, je prends. Si jamais j'ai des associés, je sais ce que je vais faire, merci. Finalement, comme un pack de mariage, comme, plein de choses, ça marche aussi, hein. Du coup, vous êtes 3 par égal, vous créez une entreprise. Vous l'avez créée dès les premiers jours, l'entreprise? Non, l'entreprise, c'est venu, quand on s'est dit, bah, quand on a sorti la première version, payante, le premier modèle payant, on s'est dit: «OK, bon, bah, on va direct créer l'entreprise, plutôt que d'attendre et de commencer à récolter de l'argent, mais sans avoir de structure». On s'est dit: «Ça pourrait être un peu relou, un peu compliqué». Donc on s'est dit: «Direct, on va créer l'entreprise, on y va». On a créé une SAS, SAS. Pourquoi la SAS? Écoute, c'est pas mon domaine, c'est plutôt François qui s'est occupé de ça, donc moi je lui fais confiance, tu vois? Je saurais pas te dire pourquoi la SAS plutôt qu'une URL ou, une autre structure, mais voilà, donc on a quand même en fait, on s'est très vite dit: «Voilà, il faut qu'on soit structuré, il faut qu'on soit carré. On veut faire les choses bien, on veut pas avoir de galère. Si jamais on récupère de l'argent, mais qu'on n'a pas d'entreprise, on sait que ça va être la galère avec l'État et on n'avait pas envie de ça, en fait. On avait envie que ça roule et de se délester de cette charge. On avait déjà beaucoup, 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 beaucoup de travail et beaucoup de choses auxquelles penser. On s'est dit: «On va se mettre au carré direct sur ce pan-là de l'activité». Comme ça,
voilà, on se dégage tout ça de la tête. OK, bon, on ira voir, une SAS, pourquoi, il y a déjà pas mal de personnes qui m'ont répondu sur ce sujet-là, donc effectivement, chacun son domaine d'activité. La plupart m'ont dit: «Si tu sais pas, si tu veux pas te tromper, c'est pas très compliqué, va voir un expert comptable, un comptable, enfin quelqu'un qui va t'accompagner sur ce sujet-là». Parce que comme tu le dis, justement, soyons honnêtes avec nous-mêmes, finalement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, allons déléguer à ceux qui savent faire. Ça a un coût des fois, mais ce coût, quand tu le remets en perspective avec ce que ça va te coûter de ne pas l'avoir fait correctement, peut-être que c'est intéressant. Alors, du coup, vous créez l'entreprise, vous êtes 3, vous avez déjà votre produit minimum viable au départ, vous lancez tout ça, les gens commencent à payer via, les dons et puis, l'entreprise vous commence à grandir, vous faites évoluer les fonctionnalités et là, vous passez en mode payant. À quel moment et pourquoi, tu choisis le mode payant? Alors, j'ai bien une idée pour gagner de l'argent, évidemment et tant mieux, mais comment on définit un tarif sur un de ces produits? Ouf! Ça, Ouf! c'est la question à 10 000 € ça, à 1 million même. Ouais, 1 000 000, ouais. On tâtonne, on sait pas en fait, on sait pas comment estimer le prix. Alors déjà pour la première partie de la question, à quel moment on décide de passer en mode payant? C'est quand on estime nous qu'on a assez d'une part de retours de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à payer et d'autre part, qu'on estime qu'il y a assez de valeur ajoutée à avoir une offre payante avec assez de fonctionnalités premium qui permettent de se dire: «OK, bon, bah, là, je vais payer parce que l'offre au-dessus, elle est quand même plutôt cool et elle va vraiment me servir». Donc il y a ces 2 facteurs et pour le prix, ben, on regarde un peu, on n'a pas vraiment de concurrente directe, mais on a quand même pas mal de il y a quand même beaucoup de SaaS, dans la facturation, tout ça, enfin dans Mmh. l'accounting en général et ben, on regarde les concurrents, on regarde les prix et on essaie de se positionner par rapport à se dire: «OK, bah, lui, il fait, facturation, gestion des notes de frais, et quoi ou caisse. Il est à 10 € par mois». Nous, on va se mettre bien en dessous parce qu'on est quand même, on n'apporte pas la même valeur, mais on apporte quand même un peu de valeur et du coup, voilà, on essaie de se positionner un peu comme ça. On a tâtonné, hein, bien sûr, le prix, il a changé 10 000 fois, au début et là, je crois qu'on a trouvé un prix correct et qui nous convient, qui convient aux freelances et qui convient aussi aux entreprises. Donc voilà, mais c'est le prix, c'est, je pense que tout le monde le dit, c'est la chose la plus compliquée à définir. Et ça peut bouger, c'est pas très grave en fait. Faut adapter et faut pas hésiter quoi. Ouais, j'ai regardé, vos tarifs sont enfin, je suis pas très fort là-dedans, mais franchement, pour un freelance, enfin, c'est rien. C'est tellement peu par mois. Je vais pas donner le prix, allez le voir, sur, timemizer.io, c'est ça? Allez voir le tarif. Enfin, ce serait sans passer, c'est presque, bah, se mettre une balle dans le pied parce que c'est pas le coût qui va nous gêner, hein, franchement. Hem, D'ailleurs, c'est ça qui m'étonne presque. Tu vois, moi, dans mon esprit, je me serais dit 9,99 parce que c'est la mode des 9,99, tu vois? Il y en a partout et bah, finalement, c'est beaucoup moins et du coup, ça me j'ai même pas de problème à me dire: «Bon OK, pour ce prix-là, au pire, quoi, ça marche pas, j'ai perdu, une petite somme», ça me semble hyper intéressant, et je vois en plus que vous avez une offre starter, qui est super sympa, qui est gratuite, donc on appelle ça du freemium. Pourquoi l'avoir gardé cette fonctionnalité-là? On l'a gardé parce qu'on croit en ce modèle. On se dit: «C'est cool d'avoir une vraie offre gratuite qui déjà amène de la valeur». L'idée, voilà, c'est de pouvoir, déployer, Timemizer un peu partout et de faire en sorte que les freelances l'utilisent. Donc l'offre gratuite, c'est vraiment un bon produit d'appel. Ça permet vraiment de balayer, quasiment l'ensemble des fonctionnalités de l'application et voilà et puis, je pense on est comme ça aussi avec François et Jean. On se dit, OK, on veut faire du business, mais on veut pas le faire à tout prix et on a envie quand même l'idée centrale du truc, c'est quand même de sortir les freelances d'un de leurs pain points et une version gratuite doit bien le faire quand même et voilà et c'est en vrai, c'est aussi un bon moyen de se faire connaître, quoi. C'est une bonne publicité, de se dire: «OK, bon, bah, il y a quand même, aujourd'hui, on doit avoir pas loin de 4 000 utilisateurs». Donc il y a 4 000 cras avec un petit Timemizer qui se balade, tu vois, chaque mois. Et ça, c'est la meilleure pub pour nous. Donc on y a réfléchi, on s'est demandé s'il fallait pas mettre un paywall, dire OK, bon, ben maintenant on fait payer. Et finalement, non, nous, ça nous va bien comme ça, ce modèle, il nous va bien. Il nous va bien.
Ouais, et tu vois, sur, Renacast, on parle à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui hésitent encore aujourd'hui de le faire. Votre application, ça peut être un point de départ pour commencer à faire des CRA, directement, facilement. Je me suis pas inscrit encore, mais je vais le faire, même si pour l'instant j'en ai pas forcément l'utilité, mais j'ai envie d'aller tester vos fonctionnalités. Je vais aller voir. Mais je trouve ça intéressant de toucher un public. Alors j'espère que ceux qui ne savaient même pas que ça pouvait exister, parce que il y en a sûrement comme moi qui se sont dit bon, je vais le faire avec mon petit PDF, je vais envoyer un mail, peu importe. Pensaient même pas que ça pouvait exister. Et aujourd'hui, ils ont la visibilité sur ton produit, sur votre produit. Je trouve ça hyper intéressant, l'offre gratuite, l'offre premium. Ça montre à quel point l'outil est bien. Moi, la question que je me pose derrière, c'est pour vous, un SaaS derrière, il y a forcément un système d'hébergement, il y a un coût enfin, qui peut être extensible d'ailleurs, parce que plus vous aurez de clients, plus il sera cher, j'espère. Enfin, pas qu'il soit cher, que vous ayez des clients. Et dans le coût mensuel, vous intégrez tout ça et ça vous permet de dégager de l'argent, des revenus. Ouais, 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 ouais. On a des coûts qui sont plutôt fixes aujourd'hui. On n'a pas, tu vois, on n'a pas, par exemple, on n'a pas d'intelligence artificielle dans notre produit. Mm. L'intelligence artificielle, ça a des coûts qui varient suivant l'utilisation. Nous, on a des coûts qui sont fixes. Donc, rajouter un utilisateur finalement dans l'application, ça nous coûte pas énormément d'argent. Donc, ça nous a permis voilà, d'avoir un tarif assez bas. Et la masse fait que, en fait, on s'en sort bien, quoi. On n'a pas besoin de remettre à la poche ou d'augmenter nos tarifs. Euh, voilà, on pourrait effectivement changer le tarif chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité, mais ce n'est pas notre philosophie, encore une fois. Voilà, nous, on veut vraiment adresser le problème du freelance, qu'il puisse payer ou pas. En fait, on veut adresser de la même façon. Et voilà. Non, c'est hyper intéressant. Moi, la question que je me pose maintenant, c'est OK, ça a l'air de bien fonctionner pour vous. Vous générez, j'espère, déjà un petit peu de salaire, en complément à votre travail, votre vrai travail, tu sais, celui CDI, tout ça là. Heu Le vrai travail, ça c'est pour rassurer la famille, les amis. Et vous versez un salaire, mais quand est-ce que tu vas décider de quitter ton vrai travail pour aller, devenir un vrai chef d'entreprise? J'exagère évidemment tous les traits, mais tu vois, à un moment, est-ce qu'il n'y a pas un jour où tu pourras pas faire les 2? Tu ne pourras plus faire les 2. Bah, j'espère que ça va arriver, que ce moment va arriver. Clairement, on l'attend avec impatience. Quand est-ce qu'on fait le changement? C'est une bonne question. Je pense que c'est au cas par cas, il n'y a pas vraiment de règle. Soit on est courageux et on se dit: «OK, je quitte mon job, je prends de mes indemnités et je me lance et je me défonce pendant X mois pour pousser le truc». C'est une possibilité. Soit on continue et on attend de voir que jusqu'à quand, en fait, on est en capacité d'absorber la charge de travail qui est demandée par Timemizer pour se lancer vraiment. Et il faut évidemment qu'il y ait des revenus qui suivent derrière, de toute façon. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Faut trouver le moment de bascule, en fait, où il y a un équilibre entre revenus générés, demande de temps de l'activité subsidiaire, enfin Timemizer. Et voilà, il ne faut pas que ça empiète sur ton travail principal. Donc, quand ce point de bascule commence un peu à vriller, je pense que c'est un bon signal et faut trouver le bon moyen de le faire, en fait, parce que c'est pas évident. Nous, comme tu dis, aujourd'hui, on peut pas se salarier entièrement, hein, clairement. Donc, et on est un peu moins courageux que d'autres. Donc, pour l'instant, on reste dans cet équilibre et, et on avance comme ça, quoi. On avance comme ça. Le courage de quitter la sécurité d'un emploi CDI pour aller vers l'insécurité d'un freelance, d'un chef d'entreprise, toujours difficile à faire. Mais, à un moment, certains doivent le faire parce que, Il faut y passer. Il faut y passer. Après, on a eu un deuxième déclic en fait au début de l'année. Enfin, là, ouais, peut-être en mars-avril. Où, en fait, jusqu'à présent, on avait tout le temps des gens qui nous contactaient, on avait tout le temps des rendez-vous, des démos. Donc, on s'est dit, c'est génial, ça marche tout seul, c'est ouf. Et au début de l'année, beaucoup moins de contacts, beaucoup moins de rendez-vous, beaucoup moins de leads, en fait. On s'est dit, OK, bon, il y a un truc qui ne va pas, certainement, ou en tout cas, il y a une tendance qui est un peu différente. Donc, il faut qu'on remette tout à plat et qu'on voit ce qui nous manque, en fait. Et à ce moment-là, on s'est dit, OK, bon, mais il faut remettre un petit coup d'accélérateur, mais différent. Donc, on était très produit jusqu'à présent. Maintenant, il faut qu'on aille sur tous les métiers qu'on ne connaît pas, growth hacking, quilting, gestion client.
Voilà, donc là, c'est un peu une deuxième aventure qui démarre là et qu'on a commencé un peu à mettre en place depuis un mois ou deux. Et ça aussi, tu vois, si tout ce travail-là prend beaucoup de place et porte ses fruits, ben, finalement, ça va être aussi une occasion de quitter le salariat pour de bon et d'être vraiment entrepreneur. Ouais, donc un autre conseil hyper intéressant, à savoir écouter ton public, je dirais, ton audience et te dire: «OK, à un moment, il y a un point de bascule également. Est-ce que faut pas que je revoie un petit peu, mon produit, mon service, pour, l'intégrer, le modifier?» C'est ce que vous avez fait, enfin, c'est le déclic que vous avez eu. Est-ce que tu l'aurais eu tout seul? C'est une question auquel on pourra peut-être jamais répondre, mais, est-ce que le fait d'être 3 vous te permet d'aller plus vite dans cette réflexion-là? Ou pas? Je sais Ouais. pas, toi, vous entre En vous, tout vous en cas, avez parlé forcément? ouais, ça te permet en tout cas d'être sûr que tu pas tout seul à avoir vu ces tendances-là et ça te permet de valider un peu les directions à prendre pas tout seul. Ça, c'est quand même précieux et puis ça permet aussi de dispatcher le travail au final, tu vois? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je vais me concentrer beaucoup sur la croissance, quand François va se concentrer beaucoup sur, la gestion des clients, la gestion des prospects. Voilà, ça permet quand même de splitter un peu l'activité et c'est quand même précieux. Et le fait d'être 3 justement, ça te permet peut-être de rester les 3 dans votre travail actuel? Parce qu'en divisant le travail en 3, forcément, ça demande beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'énergie, même si ça en demande déjà énormément, hein, clairement. Mais, ça vous permet de rester, parce que tout seul, est-ce que tu aurais pu en arriver là aujourd'hui? Peut-être pas? Non, je pense que je serais plus là aujourd'hui pour en parler si j'avais été tout seul, ça aurait été trop compliqué. Je serais en HP ou quelque part, de pas ouf. Mais ouais, non, non, c'est sûr, ça a les qualités de ses défauts d'être 3. OK, on partage le gâteau à 3, mais aussi on le pâtisse à 3 le gâteau, donc c'est quand même cool. Ouais, et comment vous vous organisez, vous? Donc chacun a sa casquette finalement, comme tu viens bien de le dire. Est-ce que vous utilisez un outil, quelque chose pour vous aller tous d'une seule voix au même endroit? Est-ce que, ou vous êtes juste sur le même bureau, dans le même plateau et puis, vous discutez entre vous en disant: «Ah tiens, toi tu fais ça ce matin, puis toi tu fais ça». Comment vous organisez vos journées de travail? Alors moi, j'aime beaucoup, tout ce qui est organisation, tout ça. Moi, c'est vraiment un truc pour moi, c'est une des clés de la réussite, c'est d'être hyper organisé, méticuleux et de savoir ce que tu vas avoir à faire, dans la journée, la semaine ou le mois qui vient. Pour moi, c'est hyper précieux pour dégager du temps déjà dans ta tête, pour te soulager un peu et pas avoir à trop réfléchir à ce que tu vas avoir à faire. Alors bien sûr, il y a du tout venant, il y a des choses qui arrivent dans la journée, mais d'avoir une ligne rouge de ce que tu vas faire, dans ta journée ou dans ton mois, c'est quand même précieux. Donc j'ai mis plein d'outils en place. Moi, j'adore ça, les outils et il y a plein d'outils géniaux. Par exemple, bon, bah, Slack, évidemment pour qu'on puisse, échanger en direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un outil qui s'appelle PostHog, donc qui permet, de suivre un peu l'activité des gens sur notre outil. Donc ça permet, par exemple, d'enregistrer des sessions utilisateurs et moi j'adore ça, je peux passer des heures à regarder ça pour voir comment les gens utilisent, l'outil et pour dire: «OK, là, il y a un truc qui ne va pas, on peut peut-être, positionner ce bouton-là, on va le mettre en haut plutôt qu'en bas», ce genre de choses. On a une application aussi qui s'appelle Linear qui permet de créer des tickets en fait, de développement pour lister vraiment toutes les fonctionnalités qu'on va devoir développer et tu vois, c'est un truc un peu en mode Kanban, to do, doing, done. Donc visuellement, c'est super clair et c'est connecté à Slack, donc dès qu'il y a une modification, il y a un channel Slack qui se met à jour, et comme ça, on voit un peu où tout le monde en est sur le projet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, Buffer. Je commence un peu à poster sur LinkedIn, je me mets, dans le bain des requins et je démarre et du coup, j'ai trouvé Buffer qui a une offre gratuite, hyper cool, moi qui me suffit largement. Hem et voilà, hein, c'est déjà, si tu arrives à gérer un peu tout ça, c'est cool. Si tu as une petite discussion, un outil qui te permet de traquer ton travail, un outil qui te permet de récupérer des feedbacks utilisateurs, je pense que tu es pas trop mal. Ouais, et Mais ceux-là ouais, sont bah, Slack, il est hyper connu évidemment ouais, en entreprise, c'est hyper intéressant. Alors ça pourrait être, n'importe quel autre, outil de discussion, mais celui-ci, c'est le plus connu forcément, de beaucoup de monde. Buffer qui marche très, très bien également. Donc ouais, des outils, qui sont pas chers, qui, sont facilement accessibles, très reconnus en tout cas. Tu peux intégrer n'importe qui dedans, ils seront pas perdus, donc des outils hyper intéressants et comme tu le dis, la clé c'est l'organisation, vider, c'est Gaëtan que j'avais interrogé lors de la saison 1. On avait discuté
discutait et lui il me disait qu'il fallait qu'il boucle ses boucles pour que son esprit soit vidé. Donc il organisait tout et toutes les boucles qu'il pouvait fermer rapidement, il les fermait pour se laisser du temps de l'énergie, du temps de cerveau, du jus de cerveau, je crois qu'il avait utilisé comme terme pour plus tard. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc je les mettrai dans les notes de l'émission évidemment parce que si toi ça t'aide, ça va en aider certainement beaucoup d'autres. Donc vous avancez tranquillement. C'est quoi les prochaines étapes à part quitter son CDI, devenir chef d'entreprise, une licorne, tout ça et partir au niveau international? Quelles sont vos prochaines étapes pour Timeizer? Alors pour Timeizer, là, le gros du travail, c'est de savoir comment présenter notre produit intelligemment et d'une façon plutôt business que produit. Nous, on est très produit, on est des développeurs, donc on est la tête dans le produit. Et on se rend compte que finalement, on ne sait pas parler business, on ne sait pas dire à une entreprise pourquoi utiliser Timeizer, c'est génial pour toi, parce que tu vas gagner peut-être 4 jours d'accounting à la fin du mois. Et ça, on l'a pas fait. Donc le gros du travail là aujourd'hui, c'est ça, c'est bien découper nos offres, bien les définir, adresser précisément nos cibles et présenter tout ça de façon intelligente ou au moins claire. Et ça va se faire sous forme d'un PDF? Ça va se faire sous quelle forme? Ça va se faire sous la refonte du site internet de l'application qui aujourd'hui montre le produit mais n'explique pas vraiment ses bénéfices. Ça va être sur le retravail de l'application elle-même, vraiment packagé. En fait, aujourd'hui, on a une offre entreprise, mais c'est un peu trop large. On a deux types d'entreprises. On a des ESN, cabinets SS2I, qui gèrent des flottes de freelance. Mais on a aussi des DSI qui, elles, reçoivent des CRA de 50 entités différentes et qui ont besoin d'uniformiser tout ça. Donc, ces deux types d'entreprises n'ont pas les mêmes problématiques. Donc, on va packager, on va splitter ça, on va faire deux offres différentes et on va faire un produit différent à peu près pour chacune des cibles. Et pour les freelances, continuer à développer, bien sûr, évidemment, rajouter de la valeur. Donc, il va y avoir, je t'en ai parlé un petit peu, mais la facturation, on va sortir notre premier connecteur Pennylane. On va connecter Conto, tout ça. On va essayer de rajouter les notes de frais. Enfin, vraiment tout ce qui va pouvoir centraliser un peu tous les documents et tous les besoins que peut avoir un freelance durant une mission finalement. OK, ouais, hyper intéressant. Donc un travail de fou, titanesque. Vous splittez, à nouveau les trucs, vous recommencez peut-être pas à zéro, mais vous recommencez pas mal de choses de développement. À 3, à un moment, ça va peut-être pas suffire. En tout cas, ça va être compliqué. Est-ce que vous avez déjà envisagé peut-être de salarier quelqu'un ou de prendre justement des freelances? Alors salarié, pas encore, pas les moyens clairement, pour Ouais. être tout à fait honnête. On a eu des propositions d'associations, des gens qui voulaient rentrer au capital, hyper intéressant. Donc du coup, ça nous a fait nous-mêmes nous poser la question de: «Est-ce qu'on a envie de ça et quel profil?» Donc c'est une réflexion qu'on a eue et qui est assez cool. Donc et en général, en plus, c'était des clients qui voulaient ça, donc pour nous, c'était Ah, ouais. un super signe que bon, le produit, il est bien, il faut continuer à le développer. Et freelance, on a bossé avec un freelance sur un peu pas facile à dire ce mot, de l'automatisation de prise de contact, tu sais, LinkedIn pour rencontrer des professionnels. Très bonne expérience, ça a pas été super concluant. Je pense qu'il faut qu'on retravaille un peu les funnels, mais dans l'esprit, ouais, ouais, on est carrément OP à se faire aider. Si on a besoin, on n'hésitera pas à demander, quoi. Donc là, il y a carrément des clients donc qui veulent rentrer au capital de Timeizer. Donc c'est quoi? Une levée de fonds qui est faite en échange d'actions, présentes dans l'entreprise, c'est ça que Bah, c'est l'idée, ouais, potentiel? l'idée, c'est qu'un client rentre et prenne des parts. Alors, la levée de fonds, on s'est posé la question et la question, elle est simple, c'est: «Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent?» On n'a pas su trop quoi nous-mêmes nous répondre. Donc OK. l'idée plutôt au stage où on en est aujourd'hui, c'est plutôt un apport en industrie, je crois qu'on appelle ça. Donc plutôt quelqu'un qui arrive avec des compétences, un réseau, Mmh. qui pourrait, justement nous ouvrir ce réseau et prendre une part du travail de par ses compétences pour aller, chercher des clients et les convertir. En gros, le profil qu'on a identifié pour nous, ce serait un business développeur, quoi. Business OK. développeur avec un fort réseau ESN et DSI, quoi. OK. Bon, ça se trouve ça a priori, assez facilement maintenant. Ouais. Oh, mais c'est Faut pas facile, en vrai, c'est pas facile de trouver la bonne personne. Il faut qu'il y ait un alignement sur la vision, il faut qu'il y ait un fit humain. Enfin voilà, il y a, il y a pas mal de paramètres qui sont pas évidents. Je pense qu'il faut rencontrer beaucoup avant de se lancer. Faut pas avoir peur de voir plusieurs profils. J'écoutais, je sais plus qui.
je sais plus quel SaaS disait que lui, avant de trouver son associé, il avait rencontré une centaine de personnes. Alors, c'est peut-être extrême, mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à. Si un petit couac ou un petit loup, un petit truc qu'on ne sent pas, je pense qu'il ne faut pas se lancer forcément. C'est quand même, comme tu le disais, c'est un mariage en association, donc il faut vraiment être sûr d'avec qui on se marie. Ouais, dans Surtout le quand on doute, se pas de marie à quatre, doute. À 4, ouais, ça fait beaucoup, hein. ça fait beaucoup. Donc Dans le voilà. doute, pas de doute, tu meilleur temps de voilà, c'est le moindre doute, c'est toujours dangereux. Donc c'est une bonne idée de prendre son temps, et clairement, c'est encore un tips que je te prends, hein, finalement, que je donne à tout le monde. Prendre son temps, des fois, ça peut être hyper intéressant. Rencontrer 100 personnes, why not? Pourquoi pas? C'est peut-être beaucoup, mais rencontrer plus d'une personne, en tout cas, c'est important parce que, les beaux parleurs, il y en a beaucoup. Heu, c'est pas toujours facile de faire la part des choses, donc autant aller en rencontrer plein et puis ça coûte rien de discuter avec des gens. Au pire, on apprend des choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, vous avez bien avancé. Moi, je vous souhaite que ça continue. J'ai des freelances autour de moi. Évidemment, je vais leur en parler. Enfin, je vais leur dire d'écouter l'épisode, hein, principalement. Et puis, forcément, ils vont venir vous voir. Toi, si tu avais des conseils à donner aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, lancer son application, parce que c'est pas simple. Moi, j'ai plein d'idées d'applications, hein. Si t'as pas d'idées, appelle-moi, j'en ai. Je sais pas le faire, mais j'ai des idées. Le problème des idées, c'est qu'elles restent couchées sur le papier, les miennes. C'est ça le problème. Donc, elles servent à rien. Mais à un moment, on a une idée, comment je me lance? Alors, est-ce que je dois absolument développer moi-même? Est-ce que je peux prendre un freelance? Ou comme je te le disais au début, là, j'ai développé ma petite application de podcast parce que j'ai pas trouvé celle qui me convenait, pour suivre, par exemple, bah, quand est-ce que j'enregistre, avec quelle personne, le conducteur, je le mets où, qui m'a fait rencontrer telle ou telle personne, enfin, plein de choses sur. En fait, je fais une fiche personnage, je mets son épisode, ça mouline tout ça, puis à la fin, plein de trucs qui sont tout seuls. J'ai galéré. J'étais développeur il y a très longtemps. Euh, non, je développais pas en binaire quand même. J'étais un peu moins vieux. En Pascal, non, j'étais C, C++, HTML, mais c'est tout. Et aujourd'hui, je me suis lancé dedans et j'ai testé un truc. J'ai essayé de me relancer dedans et finalement, j'y suis pas arrivé comme je voulais. J'obtenais pas le résultat escompté. Donc, du coup, j'ai fait appel à des applications intelligence artificielle, comme Bolt.new ou, enfin, il y en a plein. Est-ce que ça te sert en tant que développeur? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner à quelqu'un pour au moins lancer sa préversion, d'application? Ouais, aujourd'hui, clairement, ouais, c'est vraiment un super outil, pour ça, vraiment pour faire des POC, ce qu'on appelle les proof of concept. Donc c'est Ouais, pour, développer très rapidement une version minimale de ce que tu veux faire et la faire tester, c'est génial. Moi, je l'ai fait sur un autre projet, j'ai développé un petit POC comme ça avec, tu parlais de Bolt, bah, voilà, Bolt, j'ai utilisé ça. ouais. Génial, ça permet vraiment d'aller super vite, de faire une première itération super rapide. Après, pour de là à passer en production, je pense qu'il y a un gap énorme parce que le code n'est pas forcément ultra propre, il est fonctionnel, mais c'est pas nickel nickel. Mais en tout cas, ça te permet effectivement de tester rapidement tes idées. Donc tu peux faire ça, soit développer un POC rapide avec des IA. Tu peux aussi, par exemple, créer une landing page où tu vas annoncer ton produit, tu vas annoncer un peu ce qu'il fait même avant de le développer et essayer de le poster dans les communautés. Tu sais, je te parlais de l'importance des communautés d'utilisateurs. Donc, créer une petite landing page où tu parles de ton produit, tu mets un petit champ, soyez le premier à être informé de la sortie. Tu récupères des emails, donc plus tu vas récupérer d'emails, plus tu vas pouvoir mesurer l'appétence qu'il peut y avoir pour un produit. Donc ça peut être aussi une façon de faire. En vrai, il y a pas une règle, chacun fait un peu comme il veut, et avec ses compétences aussi. Nous, on était développeurs, donc, et puis surtout, on n'était pas parti dans cette optique-là. C'était vraiment, nous, c'était développer le produit pour nous. Donc, on n'avait pas toute cette réflexion en amont de se dire comment on va le faire connaître. Mais du coup, vu que moi, j'ai un autre projet encore qui va arriver, et je suis plutôt dans cette démarche-là. Donc, j'ai fait un POC, j'ai testé le POC pour moi-même. Je vais créer une landing page, tout ça, et voilà. Donc ouais, l'intelligence artificielle, hyper utile. Et il faut s'en servir pour ça, c'est carrément important. OK, et du coup, j'ai fait mon POC, je vais voir un développeur, il va me rironner quand je lui dis: «Tiens, j'ai ça, je voudrais que tu me le fasses». Si trionnait, c'est pas cool, tu peux aller voir un autre développeur, je pense. Non, 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 Ouais, il y a différentes écoles, tu sais, il y a les gatekeepers qui vont dire: «Ah non, mais moi, c'est mort, je travaille pas avec ça, enfin voilà, ça m'intéresse pas», et puis il y a les gens un peu open qui vont se dire: «OK, c'est cool, tu as un truc, fonctionnel, maintenant on va le reprendre, on va regarder le code, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette?» Et puis on va réécrire ça de façon, intelligente et propre, pour que ce soit scalable et modulable et voilà. C'est comme je te disais, c'est comme un brouillon où, on écrit super rapidement le truc, on voit si ça marche et après on reprend les bases.
tu as l'idée générale, mais du coup, il y a tout le côté technique, il faut quand même le reprendre. Aujourd'hui, après, vu à la vitesse à laquelle ça va, je pense que dans 2-3 ans, on aura des IA qui vont pouvoir nous coder des applications super propres, quoi. Ouais. Et ça fait peur en tant que développeur d'avoir ça en face de toi? Ça fait peur. Ça fait peur, non, on fera autre chose, je ferai des gâteaux, je sais pas, je trouverai autre chose, mais non, non, en vrai, ça fait peur et ça fait pas peur. Il y aura quand même toujours, je pense, besoin de développeurs pour, comprendre et vérifier, voilà. Aujourd'hui, moi, je l'utilise, hein, dans mon quotidien. L'IA, j'utilise pour les tâches très répétitives, écrire des lignes de code. Bah, je prompte, il m'écrit les lignes de code et je les relis. Je repasse derrière quand même pour pouvoir voir les fautes, tout ça. Donc, il y aura quand même toujours besoin de développeurs. Après, bon, mais comme je te dis, ça va très vite, donc peut-être que d'ici 10 ans, on n'aura plus de métier, mais je pense qu'on a quand même encore un peu de temps devant nous pour nous éclater. Ouais, je sais pas si tu connais Luc Julia, le papa de Siri, le truc, l'intelligence artificielle de Apple, enfin qui marche pas très bien, mais qui a quitté Apple et qui expliquait que l'intelligence artificielle, c'est pas une révolution, mais une évolution et que finalement, c'est un outil parmi tant d'autres, comme un marteau, une calculatrice et elle va pas tuer les métiers, aucun des métiers va être mort. Par contre, elle va simplement, faire upgrader, les bons et tuer les mauvais. Parce que si t'es bon, bah, tu seras encore meilleur et si t'es mauvais, bah, tu seras toujours mauvais, Ça, quoi. ça nivelle le niveau par le haut. OK, bon, avec tout ça, on a déjà plein d'informations. Moi, je vais récupérer tous tes tips, toutes tes infos. Ça me semble hyper pertinent de les porter vers tout le monde. Est-ce que là, si tu devais, je sais pas, conseiller quelque chose à quelqu'un, un livre, un podcast, une vidéo, n'importe quoi, quel serait l'élément que tu mettrais en avant? Tu sais, si c'est un bouquin, celui que tu offrirais à tous tes potes, enfin à tous ceux que tu croises? Moi, j'ai un podcast que je saigne beaucoup, que j'ai beaucoup saigné là dernièrement. Ça s'appelle SaaS Club, qui a été, créé par Eric Seclé. C'est un podcast je crois qu'il a démarré en 2021, mais Ouais. qui est encore, super d'actualité. Tu as tous les plus grands, créateurs de SaaS français qui sont interviewés et c'est une mine d'or de valeurs et de conseils, de comment monter un SaaS, qu'est-ce qu'on mesure, comment on va plus haut. Enfin voilà, vraiment, c'est une pépite pour moi ce podcast et puis Renacast aussi, hein, voilà, il faut l'écouter, c'est de la bombe. Mais ouais, ouais, Merci beaucoup. vraiment, vraiment pour les créateurs de SaaS, SaaS Club, c'est, une mine d'or. OK, mais je le mettrai également dans les notes de l'émission parce qu'effectivement, alors je l'ai pas tout écouté parce que c'est pas mon univers direct, mais c'est hyper intéressant. Il y a des personnalités qui sont hyper sympas et qui délivrent de l'information, de l'aide, enfin même un état d'esprit, parfois, qui sont loin du sas en soi, mais qui te donnent envie, d'oser, un peu comme, j'essaye de le faire avec Rienacast et je trouve ça génial. Effectivement, je mange beaucoup de podcasts également. Donc je le mettrai dans les notes de l'émission. C'est top en tout cas. Euh, Ok, on sait où vous allez aller, on sait ce que vous allez développer. Tu quitteras ton CDI quand on aura besoin, mais aujourd'hui, tu n'en éprouves pas le besoin. Tu te sens bien dans ces deux activités-là. Je me trompe pas. Euh, donc pas d'inquiétude là-dessus. Mais j'ai vu que tu es débarqué sur LinkedIn. Tu le disais tout à l'heure. J'ai commencé à aller sur LinkedIn, le réseau de requins. Mmh. Non, le grand bain. Je sais plus ce que tu as dit. Ouais, Pardon. le Euh, grand nom des requins. et pourquoi, tu t'es dit: «Tiens, je vais aller communiquer sur un réseau comme celui-ci»? Bah, parce que tout simplement notre cible elle est sur ce réseau-là et c'est le moyen peut-être le plus simple et le plus rapide d'y accéder. Hem, je suis peut-être un peu, méchant avec, LinkedIn, c'est un réseau que j'ai regardé de très loin et que j'ai jamais trop compris, donc du coup j'essaie un peu de le comprendre et de savoir comment ça marche. Je suis pas sûr d'y arriver, mais bon, en tout cas voilà, LinkedIn, c'est effectivement là où on va trouver notre cible, donc c'est intéressant d'essayer de communiquer, sur ce réseau-là. Et il y a déjà là, ça fait combien de temps? Ça fait un mois et demi, 2 mois que tu commences à et tu as déjà des retours intéressants? Alors positifs, négatifs, mais des retours à faire? Je pense que, il faut être, c'est encore trop tôt, je pense, pour avoir un retour d'expérience, mais de ce que je vois moi, il faut être régulier. Il faut vraiment être, ce que je te disais au début, organisé et régulier, poster de façon régulière. Hem, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut amener de la valeur, beaucoup dans ce que tu racontes, dans ce que tu postes. Par exemple, tu vois, typiquement, on a parlé des outils. J'ai un post qui va lister un peu tout ça. J'ai appelé ça la rat stack parce que c'est une stack d'outils,
où il y a tous les outils ont un free tier en fait et tu peux gratuitement vraiment piloter ton activité. Donc voilà, je pense que ce genre de poste, après je connais pas encore très bien, mais je pense que ce genre de postes peuvent être utiles et peuvent amener un peu de viralité et te faire connaître. Je raconte beaucoup notre histoire, tu vois, nos questionnements, tout ça. Je suis pas persuadé que ça intéresse vraiment foncièrement les gens. Je pense que les gens, ils ont pas le temps et ils veulent de la valeur finalement. Ils veulent qu'on leur amène des choses et des clés. Et voilà, donc écoute, on verra. J'ai pour objectif de faire ça jusqu'à la fin de l'année. Euh, on va voir, on va voir. Mais c'est intéressant, en vrai, c'est un exercice intéressant. Se raconter, prendre la parole un peu de façon publique. Bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est mon premier cercle qui like, donc la famille, les copains et tout. Mais voilà, je pense qu'il faut pas trop regarder les indicateurs, j'imagine, au début. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait, se concentrer sur ce qu'on poste et pas regarder, tiens, j'ai eu 2000 vues ou quoi, ça, c'est pas très grave. Voilà, je pense que c'est le meilleur moyen de perdre le focus, c'est de se démoraliser, de trop regarder les indicateurs. Donc je dirais, il faut y aller, faut poster et être régulier. Ok. Et en te livrant comme ça sur les réseaux sociaux, LinkedIn en l'occurrence, tu vas mécaniquement incarner la marque Timeizer. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'était via le trio, on t'a dit, bon, bah toi, tu vas bien l'incarner, c'est toi qui vas te mettre en avant. Nous, on veut rester caché derrière toi. Est-ce que ça te convient? Est-ce que c'est ce que tu avais imaginé ou pas du tout? Écoute, pas du tout imaginé, pas spécialement l'envie de le faire ou enfin c'est pas que j'ai pas l'envie, mais pas la pulsion de le faire. Je veux pas forcément avoir la fame de représenter Timeizer ou quoi, mais c'est un truc que je connais pas et j'ai quand même un peu de curiosité. J'aime bien découvrir de nouvelles choses, donc je me suis dit pourquoi pas. On en a parlé avec François. Donc comme je t'ai dit, le troisième, il reste vraiment dans l'ombre. C'est pas vraiment son truc, les réseaux, tout ça. Mais on en a parlé avec François et moi, je suis arrivé avec un plan quand même un peu détaillé en tête de ce que je voulais faire et des posts que je voulais faire. Et il m'a dit, bah, vas-y, banco. Et puis moi, je relayerai, lui, il relaiera et peut-être qu'il postera d'autres choses. Tu vois, on va essayer d'être un peu d'être complémentaire sur ce qu'on raconte. Mais non, non, j'ai aucun problème avec ça. Il y a pas de souci. Pas de souci. Bon, écoute, je te souhaite que ça marche en tout cas. Moi, je relayerai à ma manière les posts. Je pense que s'entraider, c'est toujours bien aussi sur les réseaux sociaux si on est dans un move commun. Entraider les gens, les autres, et a priori, c'est ce que vous avez voulu faire, c'est ce que vous voulez faire avec Timeizer, aider. Et on le voit avec le freemium. Je trouve ça génial. Donc rien que pour ça, j'ai envie de vous aider aussi. Je vais pousser. Et pour info, pour ceux qui ont écouté, qui sont encore là, cet épisode n'est pas sponsorisé. Je le fais de bon cœur et j'ai pas de sous de table ou de choses comme ça. C'est vraiment parce que ça me semble important d'aider ceux qui veulent aider les autres. Donc merci en tout cas pour votre travail. C'est top. On touche à la fin de ton épisode, Thibaut, et du coup j'ai une tendance à poser une dernière question. C'est celle que j'apprécie le plus moi personnellement de tout l'épisode parce qu'elle me semble plus profonde, plus intéressante à traiter. Si tu avais la capacité, Thibaut, de revenir, je sais pas, 20 ans en arrière et de tomber face à toi, au Thibaut, beaucoup plus jeune, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? 20 ans en arrière, j'avais 18 ans. Ouf! Je lui dirais fonce, fais-toi confiance, fais-toi plus confiance, essaie des choses, trompe-toi, c'est pas grave, continue. Euh, ouais, lâche pas l'affaire. Quelque chose comme ça. Parce que tu as lâché de temps en temps des choses que tu regrettes aujourd'hui? J'ai galéré, j'ai galéré. J'ai eu du mal à trouver ma voie, j'ai eu du mal à trouver ma place. J'étais un peu paumé à 18 ans. Voilà, j'avais juste le bac en poche et je savais pas trop quoi faire. J'ai fait pas mal de petits tafs. J'ai été pompiste, j'ai été veilleur de nuit. C'est pas des sauts métiers, mais c'était pas des carrières que je voulais embrasser. C'était vraiment un peu de la survie à l'époque. Et, euh, et si, oui, voyage, bouge, pars, va voir ailleurs. Ça, moi, j'ai eu la chance de partir un an en Australie et ça m'a ouvert l'esprit. Et quand je suis revenu, j'ai pu démarrer ma carrière finalement, qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, trompe-toi, bouge, fais des erreurs, c'est pas grave. Tu te relèves, tu réessais, il n'y a pas de souci. Tout va bien aller. Écoute, c'est top. C'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de monde, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu générique, hein, c'est un peu bateau, mais je pense qu'en fait, on le dit pas assez. Moi, j'ai un souvenir de à 18 ans, j'ai le bac et je me dis putain, il faut que je trouve ma voie maintenant, il faut que je sache ce que je veux faire maintenant. Et je trouve ça dur en fait. Je trouve ça dur
Et on ne dit pas assez que, en fait, c'est pas obligé. Tu peux te chercher un petit peu et tu trouveras un peu plus tard, c'est pas très grave. Ouais. Souvent, c'est la pression de notre entourage qui Ouais. fait ça. Hein. Mmh. Faut arriver à s'en détacher. Ouais, c'est ça. C'est top. Merci beaucoup, Thibaut. Je C'est t'en un prie, plaisir Nicolas, merci à d'enregistrer toi. avec toi. Pareil, Euh, plaisir partagé. J'espère que tout ce que tu as dit va aider ceux qui peuvent écouter ton épisode, ceux qui vont écouter leurs épisodes. N'hésitez pas à rebondir d'ailleurs dessus, sur LinkedIn, sur les différents réseaux. Revenez vers nous. Allez sur timeizer.io si jamais vous voulez commencer avec une offre freelance freemium. Et puis, si ça vous plaît, regardez les tarifs. C'est tellement dérisoire que je voulais te demander, Thibaut, si on pouvait faire une petite offre aux personnes qui viennent sur Timeizer et qui vous disent hey, je viens parce que je t'ai entendu sur Renacast et je me suis dit finalement pas forcément, vous avez déjà pas mal de choses, sauf si tu me dis ok, on a quand même un truc à vous faire. C'est Ouais, toi qui me dis. on peut carrément faire un petit code promo Renacast qui offrirait, je sais pas, peut-être 20% de réduction sur l'offre freelance annuelle. On peut faire un truc comme ça, il n'y a pas de souci. Okay. On crée un code promo Renacast. Ouais. Ok, écoute, je le mets dans les notes de l'émission. Merci pour ceux qui nous écoutent. Et je te souhaite une belle réussite. On se recroise dans 2 ans Yes. ou un peu moins. Et là, tu me dis, ça y est, on est devenu une licorne. Et j'aurai le plaisir d'échanger avec toi sur tout le parcours que vous aurez mené les 3 et peut-être tous les employés que vous aurez parce qu'à un moment, il va falloir de grandir encore plus. Il va Peut-être, je falloir sais pas. déléguer un peu, ouais, carrément. Voilà. Avec Et plaisir pour se retrouver dans 2 ans sur le toit du monde, toi et moi. c'est top. Écoute, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous dis à très bientôt dans un épisode. Je le refais. Retrouvez-nous dans un prochain épisode de Renacast. Allez, ciao, bye bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.